Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à la fin d'octobre 1980 dans le quartier des Champs-Élysées à Paris, dans l'appartement d'une fidèle de François Mitterrand, puisqu'il s'agit d'Édith Cresson. Il est 20h, elle attend ses invités. Le premier qui sonne, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, à l'époque, a 48 ans. Il a été Premier ministre, bien entendu, vous savez. Il dirige le RPR, il est le maire de Paris. Il est un petit peu nerveux, même s'il est toujours aimable. Jacques Chirac, il accepte un porto, une cigarette, et voilà que la sonnette retentit de nouveau, et cette fois, c'est François Mitterrand qui entre. Il est le premier secrétaire du Parti socialiste, et tout le monde sait bien qu'il va être celui qui va affronter le président sortant, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing. Il y a aussi dans l'appartement le gaulliste Jean de Lipkowski qui a été très proche d'Édith Cresson. C'est lui qui a servi d'intermédiaire entre les deux hommes parce que cette rencontre, évidemment, doit rester extrêmement secrète. Jean de Lipkowski, d'ailleurs, ce serait intéressant d'y revenir dans une autre émission, a mené un grand nombre de missions très discrètes, pour ne pas dire secrètes, dans sa vie. Le dîner n'est pas le dîner le plus agréable qui soit, mais quand on parle de la Chine, Jacques Chirac s'anime, il est passionné par toutes les questions de l'Extrême-Orient, et Mitterrand est assez admiratif de la culture de Jacques Chirac sur ces questions. La tarte aux pommes arrive et enfin on en revient à ce qui intéressait les deux protagonistes. Bien entendu, on parle de l'élection présidentielle qui est en train de se préparer. C'est pour dans 6 mois, c'est pour avril 1981. Le président sortant, évidemment, est candidat à sa propre succession. Quant à François Mitterrand, eh bien, il va tenter sa chance. Ça n'est pas la première fois, puisque il a déjà eu l'occasion de se présenter 4 fois. Ce sera la 4e en l'occurrence. Jacques Chirac se prépare discrètement. Les autres laissent les deux invités en tête à tête. Et Chirac, à ce moment-là, aurait dit à Mitterrand, je dis bien aurait dit, parce que ça c'est la version de François Mitterrand qui, juste avant de mourir, a raconté l'entrevue à Valéry Giscard d'Estaing. Il lui aurait dit « Il faut nous débarrasser de Giscard, je suis convaincu qu'il est un danger pour la France ». Le dîner au sommet et dans l'ombre, si je puis dire, s'achève à 1h30 du matin. Mitterrand est ravi parce qu'il a appris exactement ce qu'il voulait savoir. Il va pouvoir compter sur l'hostilité de Jacques Chirac envers Valéry Giscard d'Estaing. Il va pouvoir compter sur l'éternelle guerre entre la droite gaulliste, à l'époque Jacques Chirac est gaulliste, et la droite non gaulliste du président sortant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans les semaines qui suivent, Chirac va multiplier les attaques voilées contre le président en place. Il faut du changement. Il répète ça partout, au point que le président finit par s'impatienter. Et il invite Jacques Chirac, il invite le maire de Paris à l'Élysée. On est là en janvier 1981. Donc vous voyez que quelques semaines ont passé quand même depuis le dîner secret avec François Mitterrand. Alors, il paraît que vous vous présentez. « Oh, moi non, je n'ai pas encore pris ma décision, dit Jacques Chirac. »« Oh, ne me racontez pas d'histoire, dit le président. Vous avez déjà commandé vos affiches et réservé vos espaces. Oui, pour le cas où. Cela dit, je suis sûr que vous serez battu, dit Chirac après un silence. « Ah, si vous vous présentez, je le serai certainement, répond Giscard d'Estaing, qui demande « On m'a parlé d'un dîner entre vous et Mitterrand. »« Enfin, vous n'êtes pas sérieux, répond Jacques Chirac. Enfin, pure invention, ils en restent là. Cette conversation me laisse une impression pénible, écrira Valéry Giscard d'Estaing, et pour cause. Le 3 février 81, Jacques Chirac publie un communiqué. La France s'affaiblit, son économie vacille. Seul lui manquent aujourd'hui l'ambition du rang et la volonté de l'effort. C'est pour engager la nation sur ce chemin que j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Et les affiches vont fleurir. Et c'est pas des petites affiches, c'est du 4x3 un peu partout. Ça s'appelle, la signature, c'est Chirac maintenant. C'est directement inspiré de la campagne américaine de 1980 où on voyait partout aux États-Unis Reagan now, Reagan maintenant. Ben là, c'est Chirac maintenant.
Chirac, qui n'est pas le premier à s'être déclaré. Le premier, c'était le secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, 60 ans, Georges Marchais, désigné candidat à l'unanimité comme ça se faisait beaucoup à l'époque. 1200 délégués l'ont littéralement porté sur le bouclier. C'est un ancien ouvrier métallo, vous savez, syndicaliste, qui a gravi les échelons au sein du parti. Voilà le portrait que brosse Gérard Courtois dans la saga des élections présidentielles de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Ça vient de paraître chez Perrin. Et évidemment, Pierre Anquetin, qui a préparé cette émission, s'est beaucoup inspiré de cette saga des élections présidentielles. Je cite donc Gérard Courtois. Marchais et tonitruant, visage martelé, œil inquisiteur, sourcils froncés ou sourire canaille, battleur et boxeur, pourfendant le bourgeois, secouant les ministres, bousculant les journalistes, grande gueule à l'accent prolétaire si particulier, il est devenu une incontestable vedette du petit écran. Et c'est vrai que sans la présence de Georges Marchais dans la plupart des soirées politiques, les audiences télé seraient sans doute moins bonnes. Ça ne l'empêche pas, Georges Marchais, de soutenir l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. L'invasion a eu lieu quelques mois plus tôt, vous savez, c'est la grande affaire de fin 79. Il s'affiche comme seul candidat anti-Giscard, dit-il. Vous avez bien compris que sa cible, c'est François Mitterrand. Mitterrand, dit Marchais, il dit pas Mitterrand, lui, il dit Mitterrand. On pense souvent que socialistes et communistes à l'époque sont alliés dans un programme commun, mais pas du tout. Le programme commun, il avait existé quelques années plus tôt, mais les communistes ont constaté qu'ils perdaient du terrain. Il y a eu les élections législatives de 78, en l'occurrence, puis avant il y avait eu les municipales, bref. Tout le staff communiste a bien vu que c'était les socialistes qui profitaient de cette alliance qui donc a été rompue. Et maintenant, les communistes promettent de limiter les hauts salaires à 4 fois le SMIC. Au-dessus, je prends tout, disait Marchais. Au moins, la formule était facile à retenir. Ils proposaient de renvoyer les immigrés dans leur pays pour faire baisser le chômage. On a oublié ça, qu'à l'époque, le Parti communiste était très opposé à l'immigration. Et Mitterrand va entrer en piste, j'allais dire, plus tranquillement, lui. Le 24 janvier, on est à Créteil. Il faut vous dire que grâce à un grand congrès, il a réussi à écarter Michel Rocard, ça c'était quelques mois plus tôt. Il a essayé de rassurer l'opinion, de rajeunir son image. Ça fait plus de 3 décennies, ça va même faire 4 décennies qu'il est complètement dans la politique, François Mitterrand. Séguéla a imaginé un slogan, la force tranquille, et puis il y a eu toutes ces réunions organisées par Jack Lang, par Jacques Attali, avec un certain nombre de membres de l'intelligentsia française. Bref, il y a eu un très gros travail qui a été fait. Et puis Mitterrand va proposer ces fameuses 110 propositions. La retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la hausse du SMIC, 210 000 emplois créés dans la fonction publique, l'impôt sur les grandes fortunes, les nationalisations des grands groupes, c'est-à-dire Thomson, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, etc., mais aussi nationalisation de 39 banques, dont la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais. Ça paraît inouï aujourd'hui, mais c'était le programme de François Mitterrand en 81. Et puis, n'oublions pas aussi une dimension sociétale, si je puis dire, chez François Mitterrand. Vous aviez d'un côté, on va dire presque la moitié de la France qui voyait dans François Mitterrand l'homme des grandes réformes de société, et l'autre moitié qui voyait dans Valéry Giscard d'Estaing l'homme de la stabilité des comptes publics. Les uns et les autres avaient peut-être raison d'ailleurs. Bref, en février 81, c'est le président sortant qui est très en avance dans les sondages. Il est à plus de 53%. Mitterrand est à la peine à 47% lorsqu'on imagine leur affrontement au second tour. C'est pour Giscard relativement confortable, même si un certain nombre d'éléments, et notamment cette affaire que va sortir et entretenir le Canard enchaîné, cette affaire des diamants, joue un rôle considérable. C'est-à-dire que là encore, je me rappelle très bien d'avoir vu le président Giscard d'Estaing, l'ancien président, arriver dans mon bureau à Europe 1 avec toute une liasse énorme de documents. Il me dit, voilà, ça, c'est tout ce que j'ai réuni sur la conjuration qui a été montée contre moi. Et il parlait de cette affaire des diamants qui l'avait vraiment beaucoup marqué et dont il était convaincu qu'elle n'était pas du tout le fruit d'un hasard journalistique, mais bien d'une conspiration politique.
Je n'avais à l'époque ni le temps ni les moyens d'investigation de continuer cette affaire, mais je vous avoue qu'il avait l'air très désireux qu'on mène l'enquête et finalement, l'enquête en question, elle n'a jamais été menée à fond. Toujours est-il que le climat est en train de se dégrader au début de cette année 81 pour le président sortant et qu'en revanche, le climat semble de plus en plus favorable aux candidats socialistes. Vous écoutez Radio Classique. Et donc on voit se renier cette avance, progressivement cette avance du président sortant. Il essaie de rendre les coups, Giscard d'Estaing, il a bien l'intention de rester dans son rôle de président. Néanmoins, je ne ressentais pas la nécessité de faire campagne, dit-il. J'étais président de la République et j'étais suffisamment connu en bien ou en mal. Il écrira dans un ouvrage en 2 tomes qui s'appelle « Le pouvoir et la vie », comment il lui-même a ressenti tout ça, bien sûr. Ça n'empêche pas d'être très médiatique, le président qui enchaîne les inaugurations, les discours, les conférences de presse géopolitique, qui fait des véritables cours de géopolitique à la télévision. Il organise 2 conseils des ministres extraordinaires à Rambouillet. Les vacances de février arrivent et à ce moment-là, Valéry Giscard d'Estaing part avec son épouse Anémone et avec leurs enfants au ski à Courchevel. C'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et au retour le 2 mars, il prononce une allocution télévisée depuis le jardin d'hiver de l'Élysée. « J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle pour un septennat nouveau », dit-il. Il entre donc très tard en lice, et il met en garde contre l'opposition conduite soit à gouverner avec les communistes, soit à trahir leurs électeurs après avoir bénéficié de leur voix, ce qui n'irait pas sans secousse grave. Et il voit juste de ce point de vue-là. Il critique des formules étatiques et bureaucratiques qui ont échoué partout. Et il fait de l'emploi des jeunes le principal engagement de sa campagne. Ça va être l'axe de la campagne giscardienne qui, par ailleurs, n'annonce aucun programme. Rien à voir avec les 110 propositions de Mitterrand qui donnaient le sentiment de quelque chose de neuf, de nouveau. Et les affiches se mettent à apparaître partout. Il faut un président pour la France. Mais c'est un peu bizarre pour un président sortant comme slogan. Il faut un président pour la France. Oui, le président, j'allais dire, on l'a déjà. Et des militants mal intentionnés vont se mettre à détourner les affiches en collant des diamants sur les yeux du président. Ce sont les fameux diamants donc, dont le Canard enchaîné a fait le cœur presque du débat politique depuis 1 an déjà. Le Canard a révélé que le président de Centrafrique, donc Jean Bedel Bokassa, qui a été couronné empereur, enfin qui c'est lui-même couronné empereur de Centrafrique, a offert à Giscard des diamants pour au moins 1 million de francs, etc. Là encore, on ne va pas entrer dans cette affaire, mais c'est le cœur même de la campagne de dénigrement. Et on ne sait pas qui colle les diamants sur les affiches de Giscard, mais certains disent que ce sont les membres du SAC. Le SAC, c'est le service d'action civique, c'est autrement dit les gros bras du RPR, dont le chef est bien sûr Charles Pasqua, vous savez. Gardez-moi de mes ennemis, je m'en charge. Le combat du premier tour est avant tout un combat droite contre droite et gauche, droite contre droite et gauche contre gauche, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à clarifier dans les 2 camps, bien sûr. C'est ce que celui qui a été mon professeur à Sciences Po, qui s'appelait Maurice Duverger, appelait le quadrille bipolaire, qui est appelé à se disloquer précisément après ces élections de 81. Chirac attaque le premier, il parle de la hausse du chômage qui était incontestable et de l'inflation et d'une faillite, dit-il. Il faut, entre parenthèses, quand on voit l'état de la France en 81 et qu'on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est inouï de voir que déjà on parlait de faillite, on en était pourtant très loin à l'époque. Il faut rendre à ce pays la confiance et l'espoir, dit Jacques Chirac, fût-ce au prix de la défaite du président de la République. Et Giscard se défend sur TF1. Le niveau de vie, dit-il, a progressé de 22%, la production presque de 22% aussi. Le minimum vieillesse a grimpé de 28%. Pour faire baisser le chômage, il promet d'inciter plusieurs centaines de milliers de travailleurs immigrés à rentrer dans leur pays grâce à une prime au retour. Autre remède contre le chômage, pousser les gens à partir à la retraite plus tôt. Et contre la gauche, il agite un véritable chiffon rouge. Il dit que si jamais la gauche passait, alors là on imagine, c'est quasiment c'est la menace collectiviste. Et d'ailleurs, le prince Michel Poniatowski, qui a été ministre de l'Intérieur du président Giscard d'Estaing, fait partout courir le bruit que si Mitterrand est élu, les chars russes redescendront les Champs-Élysées, dit-il. Le 24 avril 1981, c'est donc le premier tour avec une forte participation.
Le président sortant est à 28,3, ce qui veut dire qu'il n'atteint pas les 30% qui lui garantissaient plus ou moins la victoire. Et Mitterrand fait un bon score, juste derrière, à 25,8. Il peut maintenant espérer l'emporter au second tour. Quant à Chirac, et ça c'est la grande surprise de ce scrutin, il atteint les 18%, ce qui veut dire que cette force non giscardienne de la droite française compte maintenant beaucoup. Deuxième surprise, Marchais est à 15,3, c'est-à-dire 6 points de moins que ce qu'avait fait son parti aux législatives. Ça, c'est un gros recul, lié justement sans doute à la campagne de François Mitterrand, notamment sur un plan sociétal. Brice Lalonde pour les écologistes fait 4%, Arlette Laguillet pour Lutte ouvrière 2,3%. Ça fait des réserves de voix pour Mitterrand, a priori, ça. Et puis, si l'on fait le total des voix de gauche, ça reste à 1 à 2 points en dessous du total des voix de droite. Ça va beaucoup dépendre des reports, tout ça. Il va falloir se battre et Giscard appelle au rassemblement. Chirac lui répond, mais il a pris le temps pour lui répondre. 3 jours, il appelle chacun à voter selon sa conscience. Vous vous rappelez cette formule incroyable? Et un peu à regret, il dit « Pour ma part, je ne puis que voter pour Monsieur Giscard d'Estaing. » Cachez votre enthousiasme, Monsieur le maire de Paris. Il refuse d'ailleurs l'invitation de Giscard à un de ses meetings et l'organe central du parti, du RPR, ne donne pas de consigne de vote. Le gaulliste Philippe Deschâtres écrit dans un tract « Il faut voter sans hésitation François Mitterrand, d'autant plus que le danger communiste est pour longtemps écarté. » Pasqua va proposer au socialiste Pierre Jox d'expédier le tract en question à tous les adhérents du RPR, si jamais le PS accepte de payer les envois. Et c'est le beau-frère de François Mitterrand, Roger Hanin, qui au petit matin va superviser le fameux routage aux adhérents du RPR. Roger Hanin adorait raconter cette histoire. Bref, quand Giscard apprend ça, vous imaginez, il prend son téléphone, il maquille sa voix avec un mouchoir, il appelle une permanence du RPR en se faisant passer pour un militant. Il dit « J'ai reçu ce tract, quelle est la consigne, Giscard ou Mitterrand ?» Et au bout du fil, la jeune femme qui est là au bout du fil lui répond « Mitterrand ». Alors, est-ce qu'on peut parler d'une trahison de Jacques Chirac ? En tout cas, il s'agissait de créer une première alternance pour en attendre une deuxième. C'était ça que voulait Jacques Chirac, qui, je me permets de vous le rappeler, deviendra Premier ministre à la faveur des élections de mars 1986. Donc, Chirac savait que l'élection de Mitterrand était peut-être sa meilleure chance. À gauche, Marchais a à peu près le même genre d'attitude envers Mitterrand. Il a très mal vécu les résultats du premier tour et devant les journalistes, avec ce ton mauvais qu'il pouvait parfois adopter, il refuse de donner une consigne de vote. Il attend la réunion du comité central qui finira par appeler Mitterrand, mais là encore comme à regret. Dans l'isoloir, chacun fait ce qu'il veut, dit Marchais. Giscard et Mitterrand ont des alliés dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas une grande chance pour eux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne vais pas vous faire le coup du débat d'entre-deux tours. Vous vous rappelez, on a beaucoup raconté ce débat du 5 mai 1981 dans le studio 101 de la maison de la radio, arbitré ce débat par Jean Boissonnat et Michel Cotta. On se rappelle notamment l'échange un peu dur entre Giscard qui essaie de piéger Mitterrand sur l'économie en lui demandant le taux de conversion du franc par rapport au Deutschmark. Et Mitterrand lui dit « Je n'aime pas beaucoup de cette méthode, je ne suis pas votre élève ». Et Giscard insiste, je vous ai posé une question, ce qui montre que Giscard maîtrise mieux les dossiers, mais Mitterrand, le lendemain, dans un grand meeting, dira « J'aurais dû lui demander s'il connaissait le cours du diamant ». Et je me rappelle, moi, parce que j'étais tout jeune, mais je suivais ça avec passion, je me rappelle l'incroyable, les hurrahs de la foule quand Mitterrand avait fait cette sortie. Du côté de Giscard, on essaie de rappeler que Mitterrand a travaillé pour Vichy, qu'il a eu la Francisque. Vous voyez qu'on en parle déjà avant l'élection de François Mitterrand à la présidence. Et Mitterrand répond, oui, tirer dans le dos, c'est sa spécialité. C'est vrai que il y a aussi des anciens résistants à l'époque nombreux qui se rappellent que si François Mitterrand a été à Vichy, il a aussi été incontestablement un résistant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à 16h, donc, on commence le dimanche 10 mai 1981
à voir cette rumeur qui se répand partout. Mitterrand serait en tête. Et à 18h, c'est Jérôme Jaffray de la Sofresse qui appelle le siège du Parti Socialiste, donc rue de Solferino, pour dire Mitterrand va gagner, c'est certain. On appelle donc le candidat socialiste dans son fief de Château-Chinon, dans le Morvan, pour lui annoncer le résultat. Quelle histoire, hein. Quelle histoire, dit Mitterrand devant ses proches. Il a enfin, après toutes ces années de tentatives diverses et variées, il a enfin atteint cet Élysée qu'il visait depuis toujours. Et ça va être une soirée absolument extraordinaire dont beaucoup d'entre vous, tous ceux qui, en tout cas, étaient en âge de s'en souvenir, évidemment, ont beaucoup de souvenirs, puisque il y a eu, on peut dire, là, vraiment la France coupée en deux. Vous en aviez la moitié qui faisait la fête, qui hurlait de joie, qui festoyait partout, et l'autre moitié qui se demandait ce qui allait